Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire consacré aux usages de la téléexpertise. Plusieurs médecins de différentes spécialités sont à nos côtés pour partager aujourd'hui avec vous leur retour d'expérience dans leur quotidien. La téléexpertise est-elle une nouvelle contrainte administrative comme certains le craignent ou une réelle opportunité dans la pratique médicale et pour le parcours de vos patients? C'est sur ces questions, en abordant différents sujets, hein. Est-ce que la téléexpertise, c'est simple ou contraignant? Quel est le ressenti des patients? Y a-t-il des risques médico-légaux? Comment on l'utilise dans différentes spécialités? Pour justement partager tous ces éléments, être avec nous aujourd'hui. Le docteur Nathalie Lalanne, bonjour. Vous êtes dermatologue à Bordeaux. Bonjour à tous. Oui, je suis dermatologue installée à Bordeaux Centre. Docteur Philippe Durandet, vous êtes cardiologue à La Rochelle. Bonjour, je travaille en effet dans un cabinet de groupe sur La Rochelle. Merci d'être parmi nous. Va nous rejoindre le docteur Isabelle Brinté, qui est pédiatre à Lormont. Et sont également là le docteur Imad Chaban. Vous êtes généraliste à Agen. Oui, bonjour. Je suis généraliste à Agen et la téléexpertise peut apporter beaucoup de choses en médecine générale, surtout dans mon département où on a pas mal de manque de spécialistes. On y reviendra effectivement. Merci. Docteur Arnaud Gonel, vous êtes, vous, généraliste sur Lormont. Bonjour, docteur Gonel, médecin généraliste installé en cabinet de groupe sur Lormont. Dans mon environnement proche, on a encore des spécialistes, mais de moins en moins. Et la téléexpertise est un plus dans la pratique quotidienne. Et donc vient de nous rejoindre le docteur Isabelle Brinté, pédiatre également à Lormont. Bonjour docteur. Des pédiatres à Lormont et Bouliac et que je pratique la téléexpertise depuis que ça a démarré vraiment et que c'est bien utile. Et également à mes côtés, Amandine Joly, chargée de mission numérique à l'URPS Médecins. Bonjour. Bonjour, effectivement, donc je suis chargée de mission numérique à l'URPS et en charge des sujets concernant la télésanté et notamment la téléexpertise et j'aurai l'occasion d'en discuter après. Donc voilà, bien évidemment, et comme d'habitude, ce webinaire est un temps d'échange avec vous. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau en utilisant le bouton Q et R, questions et réponses, que vous avez sur votre écran. Nous consacrerons la dernière partie pour répondre à l'ensemble de vos questions avec nos intervenants, où nous pourrons les prendre au fil de l'eau. La téléexpertise, donc une pratique qui est normalement déjà dans le cadre conventionnel depuis 2018, mais en pratique, comment ça fonctionne, quelques éléments un peu de cadrage. Donc c'est effectivement la possibilité pour un médecin de demander l'avis d'un confrère, d'une consoeur, sur des situations cliniques spécifiques au travers d'un échange sécurisé de données médicales. Voilà le cadre officiel. Donc, des demandes d'avis, vous en demandez en permanence en contactant des confrères, que ce soit par téléphone, mail, pas toujours de manière très sécurisée et en tout cas pas de manière valorisée. Le premier intérêt de la téléexpertise, c'est de pouvoir avoir ces échanges confraternels sur des situations cliniques bien détaillées, bien précises. On reviendra quels sont les usages, les périmètres de la téléexpertise. Mais voilà, elle bénéficie d'une tarification, que ce soit pour celui qui demande, qu'on appelle le requérant, 10 euros à l'issue des échanges, que pour celui qui répond, qu'on appelle le requis, qui lui peut facturer à hauteur de 20 euros. C'est limité à 4 téléexpertises par an, par médecin, pour un même patient.
Ça laisse quand même pas mal de latitude, sachant que la facturation est directe en tiers payant, pas au patient d'intervenir, et qu'elle n'autorise pas de dépassement d'honoraires, les tarifs sont fixes et qu'elles ne sont pas cumulables avec d'autres majorations. En revanche, en tant que médecin généraliste, je peux avoir une consultation de médecine générale, facturer par exemple un G, et en plus faire une demande de télexpertise qui viendra donc s'ajouter, hein, bien sûr. Voilà, et donc on est totalement dans une logique de tiers payant, sachant que le patient sera informé qu'il y a eu un acte de télexpertise sur ses décomptes de la sécurité sociale. Une fois ce cadre bien évidemment donné, et bien évidemment on répondra à l'ensemble de vos questions plus précises, mais l'objectif n'était pas de faire non plus un cours précis sur la situation de la téléexpertise et ses modalités administratives. L'objectif, c'est plutôt de parler de pratique, et on souhaitait démarrer avec vous, docteur Lalanne. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à adopter la téléexpertise dans votre pratique quotidienne, sachant que la dermatologie, s'il y a bien un champ où la téléexpertise s'est ancrée, c'est celui-là. Vous, en tant que dermatologue, comment vous la pratiquez au quotidien? Alors, ma motivation, en fait, c'était effectivement, j'ai commencé la téléexpertise quand elle a pu être possible en libéral, c'est-à-dire bah, il y a 3 4 ans, hein, je pense. Et je voyais en fait mon agenda en fait, qui s'allongeait sur des semaines, voire des mois. Des prises de rendez-vous qui étaient en direct en fait par des agendas électroniques, en direct par les patients. Et puis, donc, vraiment des difficultés et déjà des délais de prise en charge un petit peu trop longs. Et donc, mon but, c'était bah, de favoriser, en fait, enfin, et de reprendre, en fait, le parcours du patient, m'intégrer vraiment en second recours. Et donc favoriser le lien en fait avec mes correspondants, en fait, hein, les médecins généralistes qui m'entourent pour bah, être utile pour les patients, en fait, hein, les prendre en charge en fait dans des délais adaptés. Et c'est vrai que la dermatologie s'y prête puisque on a des images en fait qui nous parviennent et qui nous permettent en fait la plupart du temps en fait de poser un diagnostic, hein, facilement dans 40% à peu près des cas. Et donc, en fait, c'est des patients que je ne revois pas forcément en fait, au cabinet, qui vont être gérés en fait, avec mes conseils en fait, par leur médecin traitant. Euh, donc, c'était assez facile finalement de le mettre en place. C'était la deuxième question, hein, Emmanuel, c'est ça? La mise en Oui, place, en fait, dans mon quotidien, en fait, j'ai vraiment séparé, en fait, et c'est mon objectif, c'est-à-dire qu'on est médecin, on sait faire du médical. Moi, je sais très peu faire, en fait, d'administratif, donc je ne m'occupe que de la partie médicale. Ma on, sœur. on reviendra après aux aspects d'organisation. Ce qui était intéressant, c'est de rester sur cette dynamique de motivation. En pédiatrie, docteur Brinté, vous aussi, vous pratiquez depuis un bon moment. Quels sont, vous, les éléments de motivation dans votre discipline, dans votre spécialité qui ont joué? Alors, euh, moi, personnellement, ce qui a joué, c'est les délais de consultation pour les surspécialités en pédiatrie qui s'allongeaient. Euh, et puis, l'impression aussi, étant sur la rive droite, d'avoir quand même beaucoup de professionnels sur la rive gauche avec des temps de transport et voilà, des nécessités de prendre parfois des demi-journées ou des journées de consultation. Et l'envie de monter aussi en compétences, c'est-à-dire en ayant un peu l'avis du spécialiste avant de savoir si je lui adresse aussi. Et bah, la motivation, elle a été exponentielle au fur et à mesure que j'ai utilisé cet outil, puisqu'après, effectivement, on y reviendra, mais étant sur une plateforme de téléexpertise, bah, j'ai été requise. Euh, Déjà, j'étais étonnée au départ parce qu'effectivement, moi, je me sentais pédiatre généraliste et pas spécialement voilà, avec des surcompétences. Et au final, bah, c'est assez valorisant et ça permet aussi de transmettre notre expérience aux autres collègues qui nous demandent un avis.
Merci. On reviendra peut-être sur le fait que vous êtes effectivement en expertise, mais peut-être aussi en demandeur, hein. La télé-expertise n'est pas dans une relation uniquement entre généralistes et autres spécialités d'organes, mais entre toutes les disciplines médicales, et on verra aussi paramédicales, c'est aussi le cas avec un certain nombre de professions. Mais justement, tournons-nous vers la médecine générale, docteur Gonel. Quels intérêts pour vous en médecine générale au quotidien? Alors, je vais faire une réponse un petit peu comme les collègues. Moi, c'est venu un peu plus récemment, la télexpertise, mais un peu forcé et contraint, entre guillemets, par les ressources qu'on avait à disposition. C'est-à-dire qu'il y a encore très peu de temps, hein, on avait tous l'habitude de prendre son téléphone et d'appeler nos collègues spécialistes pour avoir un avis. Donc, on faisait déjà de la téléexpertise, mais c'était quelque chose qui n'était pas valorisé. On avait une réponse en général assez rapide quand nos confrères répondaient au téléphone. Mais ce que moi j'ai pu constater, c'est qu'on a tous de moins en moins de temps. Donc, voilà, on a parfois un peu plus de mal à joindre les confrères. Et donc de passer par le biais de la télexpertise, eh bien, on envoie notre question quand on a un peu de temps. Ils nous répondent quand ils ont un peu de temps. Alors, on perd un petit peu parfois un peu de temps parce qu'on n'a pas une réponse aussi instantanée qu'auparavant, mais au moins on peut aller au bout de la démarche et apporter ensuite une réponse au patient. Savoir aussi s'il faut adresser, c'est très intéressant pour nous. Parfois, on a simplement une question, il n'y a pas forcément besoin de consultation spécialisée. Donc, on gagne du temps pour nous, pour le patient et puis pour notre collègue spécialiste. Ça évite d'adresser des patients pour rien et on reste sur l'essentiel. Et après, en mettant le doigt dedans, eh bien, finalement, on demande de plus en plus d'expertise. Finalement, on était surtout, enfin au départ, moi, ça a surtout été la porte d'entrée, c'était la dermatologie. On envoyait des mails, mais une fois que ça a été valorisé, ben, on a envoyé des demandes de téléexpertise. Ça répond rapidement à la question, est-ce que la collègue veut le voir, ne pas le voir? Et puis après, eh bien, effectivement, on élargit et moi, j'ai fait des demandes en cardio, en endocrinologie, en gastroentérologie, en pédiatrie. Et une fois qu'on y a pris goût et qu'on a pris un petit peu l'habitude, eh bien, on est beaucoup plus à l'aise pour demander, solliciter les collègues. Les réponses sont toujours très sympas, ça fait du lien avec les collègues. C'est très agréable et on gagne en compétences parce que après, quand on pose la question, c'est qu'on ne sait pas. Et puis la fois d'après, voilà, donc j'ai appris quelques petits trucs depuis, notamment en dermato et en endocrino. Voilà, donc voilà, ça permet aussi soi-même de gagner en compétences et de se maintenir au jour en connaissance. Merci de ce long témoignage. Vous évoquez effectivement la confraternité. Je crois que le docteur Lalanne en avait déjà parlé dans un précédent rendez-vous. Nous sommes convaincus qu'effectivement, la téléexpertise est un facteur de montée en compétences sur des questions sur lesquelles on n'a pas forcément une visibilité immédiate, hein, malgré la diversité des champs d'intervention des différentes disciplines. C'est aussi sur la pertinence des soins. Vous l'avez évoqué avec une consultation qui derrière n'est pas forcément toujours nécessaire, donc pouvoir une fois de plus s'adresser en bonne connaissance de cause. Côté spécialiste, on y reviendra justement derrière, mais docteur Chaban, vous aussi, vous le disiez en introduction, vous êtes dans un territoire moins doté en spécialistes, hein, Lot-et-Garonne. Est-ce que justement au quotidien, c'est une solution pour améliorer l'accès aux soins pour vous? Alors, c'est vrai que le Lot-et-Garonne est un département où l'accès aux soins est compliqué, de toute façon, que ce soit pour la médecine générale ou pour le second recours, hein, donc c'est pour certaines spécialités. Et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc, il fallait trouver une solution pour pouvoir répondre à la demande de nos patients, surtout en spécialité. Bon, ça, c'est une première chose. Mais par contre, on commence à avoir des demandes de paramédicaux qui n'ont pas, qui prennent soin de leurs patients, mais qui n'ont plus de médecin traitant. Donc, il fallait trouver quand même des solutions pour pouvoir répondre à une demande qui est de plus en plus croissante donc, par nos patients et quelque chose qui soit le moins chronophage possible et qui puisse apporter une réponse
je pense, je me répète, mais c'est vraiment le but donc, de cette expertise où prendre le temps de faire la demande et recevoir la réponse n'est pas quelque chose d'urgent. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est que c'est pas dans l'urgence qu'on demande de l'expertise, c'est dans quelque chose qui est comme une demande d'un avis avec un spécialiste. Bon, je reprends un peu ce que disait Arnaud, c'est on avait le téléphone facile, maintenant on a une difficulté à avoir nos confrères spécialistes parce qu'eux aussi n'ont plus le temps, et ça peut apporter une réponse, bien sûr, hein, dans la limite du possible, et prioriser les prises en charge, parce qu'il faut savoir que la téléexpertise, ça répond à une problématique, et en fonction de la priorisation, je veux dire, du cas, la réponse peut être possible. Comme ça emboutira moins les cabinets des spécialistes, et nous, de notre côté, on peut apporter une réponse à nos patients. Alors, vous parlez des patients. Est-ce que justement, de ce côté-là, docteur Chaban, ils sont réticents ou au contraire favorables à la téléexpertise? Parce que vous êtes obligé de leur demander leur consentement pour faire une demande. Donc, quelle est la réaction par rapport à ça? Alors, je pense que nos patients sont quand même assez résilients, hein, dans la mesure où l'accès aux soins est difficile. Donc, quand on leur propose une solution, ils sont preneurs. Et surtout, quand il y a une confiance qui est entre le médecin et le patient, à partir de là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le consentement est là. Mais c'est vrai que ça leur fait un peu bizarre qu'il n'ait pas l'accès direct vers le spécialiste, mais en leur expliquant bien les choses, en donnant bien sûr la communication autour des difficultés qu'on a actuellement au niveau de l'accès aux soins, je pense que c'est bien accepté. Je n'ai pas eu de difficulté à c'est pas convaincre, mais à proposer donc une telle expertise à mes patients. Et ils ont vu que c'était un plus, parce que avoir un rendez-vous dans 6 mois ou par rapport à une spécialité, et avoir un avis rapidement, en les rassurant surtout par rapport dans certains cas, ça peut aussi désamorcer des situations de stress importants chez nos patients. Alors, je me tourne aussi sur la même question vers vous, docteur Brinté. Enfants en très jeune âge, des parents qui peuvent être parfois inquiets. Est-ce que ce sujet de la téléexpertise, alors vous êtes plutôt côté expert, mais je crois qu'il vous arrive aussi parfois de réaliser des demandes. De ce côté-là, les familles, pareil, sont plutôt rassurées, plutôt inquiets. Alors, il y a un peu toutes les réactions, hein, comme tout dépend du contexte, c'est très, très contextuel. Après, moi, je me situe vraiment, je pense que je donne presque autant d'avis que j'en demande, donc je suis vraiment à la croisée des chemins, mais il est vrai qu'un avis d'endocrinopédiatrie sur un ralentissement de la courbe de croissance, l'endocrinopédiatre avec qui je travaille, elle a 3 à 6 mois de délai. Donc, quand eux, je leur annonce qu'on va commencer les examens, que je vais pouvoir tout envoyer à cette personne-là, et qu'elle décidera si ou pas elle doit le voir en consultation ensuite, avec, je dirais, un accès privilégié à la consultation en suivant, ils sont tout de suite partants. Euh, Ce que j'apprécie dans la téléexpertise, c'est un élément que j'avais pas du tout, dont j'avais pas du tout conscience, c'est la traçabilité, l'aspect médico-légal, les comptes rendus, l'intégration à mon logiciel de consultation, qui fait que ce qui pouvait être informel, un coup de téléphone, et rassurant pour le patient, quand je leur envoie le compte rendu de la téléexpertise, pour lui, ça a une vraie signification et valeur. Et là, c'est un outil de réassurance pour montrer que c'est pas, on n'a pas répondu comme ça, voilà, rapidement. Il y a vraiment une réponse qui est structurée, et c'est pour ça que c'est à la fois pas chronophage et à la fois un peu chronophage quand même, parce qu'il faut quand même l'intégrer dans le dossier du patient. Mais voilà, moi, je pense que les patients ont quand même bien compris la démographie actuelle des médecins et des surspécialistes, et ils sont plutôt contents. Après, il en restera toujours qui préféreront aller jusqu'aux spécialistes, mais ça leur est pas interdit. Donc, mais au moins, ils ont eu déjà un premier avis. Merci. Euh,
On avance pour parler un peu des impacts en termes d'organisation, de gestion du temps. Beaucoup craignent que la télé-expertise ce soit voilà, encore un cadre administratif, encore des outils à utiliser. Et quand est-ce que je fais ça? À la fois côté demandeur ou côté expert qui doit se prononcer sur ces différents avis cliniques. Docteur Lalanne, vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure, ou en tout cas vous aviez envie d'en parler. Quels sont les impacts que vous avez observés justement en termes de gestion du temps? Est-ce que c'est plus lourd, ou finalement c'est très pratique? Est-ce que ça réduit finalement le nombre de consultations en présentiel? Voilà, quels sont les impacts sur votre organisation concrète? L'organisation est beaucoup plus simple. On est tous en fait dans les mêmes situations dans nos cabinets, hein. Les secrétaires viennent nous voir en nous disant qu'est-ce que je fais de ce patient, où est-ce que je le mets. On a en fait une information quand c'est classique en courrier, hein, qui est simple et à la fois en fait on n'a pas de visuel, on n'a pas forcément en fait, hein, la conscience simplement par les mots en fait du degré d'urgence. Et du coup, c'était quand même chronophage. Donc aujourd'hui, la révolution, c'est la telle expertise, j'ai un texte, en fait, j'ai une image, et finalement, je vais voir en fait assez rapidement des patients en fait qui le nécessitent, dont à peu près 40-50% en fait des cas, et il y a 60% de gens que je ne vois pas parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, euh, ils n'ont pas besoin d'un avis en fait très spécialisé. Je suis d'accord avec Isabelle, c'est vrai qu'on monte en compétences nous aussi en fait spécialistes parce que on voit essentiellement des éruptions aiguës, des choses en fait qui n'ont pas pu être gérées, des prurites en fait très importants et des difficultés qu'ont les médecins traitants à gérer ça. En concret, en fait, j'ai en fait sur les 2 derniers mois, j'ai répondu à peu près à 80-90 téléexpertises. C'est un temps en fait que je réalise plutôt, je me suis organisée comme ça avant mes consultations. J'y consacre un quart d'heure, 20 minutes, parce que c'est très rapide. Enfin, pour moi, parce que je me suis organisée, comme je disais tout à l'heure, en fait, sur un temps très médical. Et tout ce qui est le temps administratif que nécessite la téléexpertise quand même, puisqu'il y a la facturation, l'enregistrement du dossier. Il y a aussi éventuellement, pour ceux que je vais reconvoquer, la prise de rendez-vous. Et ben, ces 3 éléments, en fait, je les délègue à ma secrétaire qui va s'occuper en fait de tout ça. Donc finalement, vous voyez, en un quart d'heure, 20 minutes par jour, j'arrive en fait à traiter les demandes. Et puis parfois entre deux patients, un patient qui a annulé ou j'ai un petit peu de temps, je peux répondre. En fait, j'ai l'impression de répondre comme à un mail finalement et que c'est pas plus long que ça à la téléexpertise. Oui, et surtout que là encore, en fonction des outils utilisés, etc., mais il peut y avoir des demandes qui sont assez structurées, hein, par spécialité. Donc, ça vous aide aussi dans le quotidien pour pouvoir avoir toutes les informations qui vous sont nécessaires euh, et, euh, et utiles, et pas plus. Alors que parfois, l'envoi d'un message, d'un mail, d'un WhatsApp, qui sont non seulement pas forcément sécurisés, je peux avoir beaucoup d'informations et pas forcément les plus pertinentes. On a vu côté spécialiste, je reviens côté généraliste, docteur Gonel. Vous, du coup, là encore, faire des demandes, c'est affreux, c'est chronophage. Alors, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il n'y avait pas d'échange immédiat. Ça, c'est sûr que par rapport à un coup de fil, on perdait un peu de ce côté-là. Mais sinon, si vous le faites, c'est que vous avez pu vous organiser pour absorber cette charge de travail. Est-ce que c'en est une en plus? Est-ce que, au contraire, ça vous fait gagner du temps? Alors la réponse est un petit peu au milieu. Par rapport à avant, imaginons un médecin qui n'a pas l'outil informatique, écrivait ses courriers à la main et qui passait un coup de fil. Là, effectivement, on a la réponse quasiment instantanément. Mais aujourd'hui, on est
plus là-dedans. On a tous des dossiers informatiques. Moi, quand je sais que je vais demander une telle expertise, j'ai fait ma petite observe dans mon logiciel. On fait un copier-coller. Donc déjà, voilà, je peux recopier l'ordonnance. Voilà, c'est copier-coller. Donc ça prend déjà beaucoup moins de temps. Ou si on veut faire le parallèle, comme les demandes qu'on avait encore, alors on en fait moins, mais des patients qui disaient, ah, j'ai pris un rendez-vous avec le dermato, faites-moi un courrier. Ça prend à peu près le même temps que de rédiger un courrier bâclé pour un collègue. Donc là, on a le patient devant soi, on structure un petit peu, mais comme on peut faire dans notre Observe, dans notre logiciel métier, et on envoie sur le site de Télexpertise à nos experts, à nos requérants habituels, là. Et nous, on gagne du temps alors pareil, là aussi à condition d'être informatisé, mais nos patients, on les connaît, donc ils sont déjà rentrés dans nos logiciels. Nous, au lieu de coter une consultation, on cote une téléexpertise. Et là, on n'a pas, voilà, donc là, pour le coup, on gagne un tout petit peu plus de sous et ça prend là très, très peu de temps. Donc, il n'y a pas de perte de temps et surtout, on apporte une réponse. Et voilà. Donc, au niveau global, je pense que c'est plus intéressant que de refaire un point après avec le patient qui a pris son rendez-vous, qui revient après nous débriefer la consultation. Je pense qu'on est au moins à l'équilibre, voire un petit peu gagnant. C'est intéressant. Oui, finalement, en tant que demandeur, on gagne peut-être pas forcément du temps par rapport effectivement à écrire un courrier d'adressage, vous l'évoquiez, mais on doit traiter quand même la réponse, hein, l'analyse de la réponse. Donc ça, c'est quand même du temps passé, d'où une fois de plus une rémunération associée à ça, c'est indispensable. Mais voilà, de manière à mieux pouvoir finalement orchestrer le parcours du patient, c'est quand même un rôle essentiel du médecin généraliste en tant que coordonnateur du parcours, de pouvoir lui faire les examens en amont, éventuellement d'une consultation chez un spécialiste ou éviter effectivement une consultation. Donc, c'est tous ces éléments. Je me tourne vers notre spécialiste qu'on n'a pas encore fait parler en cardiologie, docteur Durandet. Est-ce que justement la téléexpertise se prête là aussi bien à votre spécialité? Bien sûr, si au départ, il y a plus de 2 ans, les débuts furent chaotiques avec essentiellement des demandes d'avis sur des électrocardiogrammes atypiques ou des électrocardiogrammes de sportifs chez des patients que je ne verrai jamais et qui venaient des quatre coins de l'Aquitaine. Maintenant, les choses sont bien centrées. Il s'agit essentiellement de 2 domaines. D'abord, la prise en charge rapide et adaptée, comme un bilan après un accident vasculaire cérébral demandé par nos collègues neurologues, où ça permet de prévoir les examens et d'organiser dans des délais raisonnables. C'est la première chose et c'est beaucoup. La deuxième, c'est le conseil pour l'optimisation des traitements sans voir le patient. Un insuffisant cardiaque, un patient dyslipémique, quand on nous fournit les éléments du dossier que l'on connaît déjà, on peut fournir un dossier. Et comme le disaient plusieurs de nos collègues, cela enrichit l'expérience de tout le monde parce que quand on a appris, on sait faire et ensuite on se débrouille tout seul. Donc voilà exactement les 2 domaines. Donc plus que gagner du temps, c'est surtout l'optimisation du travail et la traçabilité qui m'intéressent. Mais merci, effectivement, hein, le téléexpertise, de cadre d'usage, le conseil, l'avis sur une situation très précise est bien décrite, mais c'est aussi favoriser, améliorer l'accès aux soins. Vous l'avez dit à plusieurs voix d'entre vous, hein, accès aux soins bien priorisé. C'est ça aussi qui est important. Je reste avec vous, docteur Durandet. Est-ce qu'il a été justement difficile pour vous d'intégrer cette pratique de la téléexpertise dans votre quotidien, sachant que aujourd'hui, comme tout un chacun autour de cet écran et ceux qui nous écoutent, les salles d'attente sont plutôt blindées. Donc, dans ce contexte-là, est-ce que la téléexpertise vous aide? Bien sûr, elle m'aide parce que je reçois un courriel quand j'ai une demande de téléexpertise. Certes, j'en ai beaucoup moins que le docteur Lalanne, mais ça permet ensuite de regarder les dossiers tranquillement entre 2 patients ou bien alors avant ou après les consultations et de répondre en quelques minutes, plutôt que de répondre au téléphone sur un patient dont j'ai oublié les 3 quarts des dossiers, et alors que je suis en train de penser à autre chose. Donc cela me permet de prendre quelques minutes pour me poser, réfléchir, regarder éventuellement le dossier, et tout ça ne prend pas plus de quelques minutes. Et c'est tracé dans mon dossier,
comme dans celui du correspondant, et cela aussi a un intérêt médico-légal, parce que le téléphone, jusqu'à preuve du contraire, c'est sans trace. Alors, vous évoquez le sujet médico-légal, c'est important. Faut-il craindre de potentielles responsabilités médico-légales liées à la téléexpertise? Ben, je vais répondre. Donc, un acte de telle expertise est un acte médical comme les autres. Il expose aux mêmes responsabilités qu'une consultation présentielle. Il faut savoir, mais ça l'a déjà été dit, qu'il faut l'accord du patient, que donc il y a l'intérêt de la traçabilité au plan médico-légal, c'est important. Et enfin, qu'il n'y a pas de nécessité de déclarer au Conseil de l'ordre ni à ses assurances que l'on fait de la téléexpertise. Mais la responsabilité est la même que devant un patient. Je retrouve toute la rigueur du cardiologue dans vos propos. Merci. Je vois aussi que vous êtes quand même relativement convaincu par le sujet. Quel conseil donneriez-vous à un confrère qui aurait envie de se lancer, un confrère spécialiste pour faire de la téléexpertise? Eh bien, c'est ce que j'ai fait encore il y a quelques heures. Je lui ai dit de prendre le temps, de se poser, de s'organiser, parce que c'est un changement d'habitude. Il faut dire à tous ses correspondants qu'on peut être joint pour une téléexpertise et que cela remplace les coups de téléphone qui gênent tout le monde en plein milieu des consultations et qui gênent d'ailleurs les patients qui sont devant nous, qui n'aiment pas. En plus, je ne vous parle pas de la confidentialité. Quand vous parlez de monsieur X devant monsieur Y, le risque qu'ils se connaissent est faible, mais il n'est jamais nul. Donc voilà, donc je lui ai dit, tu prends le temps de changer tes habitudes, de regarder un peu, c'est très simple. Et puis après, voilà, il faut se lancer. Un peu d'énergie. Mais on est tous, on l'a dit, dans la machine, donc on avance, on dit on le fera demain. Et demain ne vient jamais. Donc à un moment, on se pose, mais c'est très très simple. Oui, comme disait Dr Lalanne, c'est une logique d'arriver à organiser ça dans son activité. C'est pas finalement plus chronophage et ça apporte vraiment. Docteur Chaban, je me tourne vers vous. En médecine générale, si vous deviez donner là aussi le même conseil à un confrère, mais cette fois-ci plutôt médecin généraliste, qui souvent eux aussi craignent beaucoup voilà, de se retrouver à devoir alimenter et recevoir beaucoup de réponses. Quel est l'intérêt? Pourquoi il aurait intérêt à aller demain pratiquer, à mettre ça dans sa pratique du quotidien? C'est déjà une organisation, donc je reviens un peu à. C'est le même principe, hein, donc c'est vraiment une organisation au niveau de temps dédié pour ces demandes. Après, c'est un gain de temps parce que les coups de fil, attendre le répondeur, enfin, la musique qui tourne et puis qu'on a le spécialiste au bout du fil au bout de 10 minutes des fois. Donc voilà, c'est vraiment deux choses sur lesquelles moi je pense que c'est intéressant, c'est de gagner du temps au niveau de notre exercice, de ne pas être dans quelque chose dans la précipitation. Donc, on prend le temps de structurer aussi le dossier de la demande et ça nous permet de se poser, hein, comme disait notre confrère cardiologue. Donc, c'est vraiment une discipline qu'on peut mettre à notre service et qui peut aussi nous faciliter le quotidien auprès de nos patients et pour nous-mêmes, avec, je dirais, une, une qualité du travail qui est beaucoup plus pertinente et beaucoup plus facilitatrice, hein, dans notre exercice au quotidien et vis-à-vis du patient. Donc comme ça, le patient, il voit que c'est quelque chose de sérieux qu'on lui propose et non pas une lubie comme certaines le craignent. Alors j'en profite pour, merci, pour prendre une question en direct, où un médecin généraliste semble moyennement, qui nous écoute, semble moyennement d'accord avec les propos. Pour lui, la télexpertise est plus chronophage qu'un simple courrier au spécialiste remis au patient, sachant qu'il lui est arrivé apparemment d'avoir plusieurs semaines de délai avant qu'il se mette à effectuer cette tâche supplémentaire. Il poursuit, mais sur un autre sujet que je reprendrai ultérieurement. Donc, c'est quoi là? C'est euh, le temps de se mettre en pratique, d'avoir les bons correspondants, trouver ces bons correspondants aussi pour faire de la téléexpertise. Ça peut arriver donc que ce soit un petit peu plus chronophage ou une fois de plus, c'est une question d'habitude à prendre. Alors, je pense que oui, c'est une question d'habitude à prendre, hein. Donc, comme je dis, c'est
c'est une discipline qu'on doit s'appliquer quelque part. Nos correspondants, on les connaît, en espérant qu'ils sont dans la télé-expertise aussi, mais on peut les solliciter et on peut leur demander de s'inscrire sur un registre, alors je ne sais pas si je peux le dire, mais qui est annuédique, hein, donc qui est quand même un outil qui est très intéressant dans la mesure où l'accès à un spécialiste ou un généraliste, hein, donc c'est quand il est référencé sur ce site, est très facilitateur. Alors, j'ai pas trop compris où c'était où c'était chronophage pour mon confrère, pour ce confrère, mais ça prend pas plus de temps qu'un courrier, hein, ça c'est sûr. Une fois que la demande est structurée et avec un clic, on envoie vers notre confrère pour un avis, hein. Alors, pour continuer les propos, parce qu'il y a aussi de ça, bon, apparemment, correspondant qui a mis du temps parfois pour lui répondre, et questionnement critique sur le fait qu'il n'y ait pas un seul outil unique de téléexpertise sur lequel tout le monde puisse aller. Donc là, en l'occurrence, apparemment, dans les propos qu'il tient, disant que nous sommes les esclaves des choix des CHU, notamment voilà, critiquant un peu l'outil mis à disposition par les CHU. Donc, effectivement, on dépend des outils choisis côté experts, et il y a des outils plus ergonomiques, plus simples que d'autres qui, de toute façon, ont tendance à se déployer. Mais c'est vrai que les hôpitaux ont Ouais. pu faire d'autres choix. Sachant, juste pour information, nous travaillons au niveau régional à essayer d'œuvrer en faveur d'une plateforme qui puisse justement fédérer tous les outils de téléexpertise, laissant bien sûr la latitude. En tant que libéral, nous estimons important que chacun puisse choisir ses outils de travail, mais en laissant cette latitude à tous les experts, mais pouvoir fédérer effectivement la recherche et la demande sur un seul et même, ou à faciliter cette demande sur un seul et même outil. Après, le délai de réponse, effectivement, là dépendra aussi de chaque organisation derrière, de chaque spécialiste contacté. Du coup, docteur Gonel, vous qui pratiquez pas mal également, comment vous choisissez vos correspondants pour la téléexpertise? Est-ce que vous avez créé un réseau de collaboration à distance? Vous évoquiez la confraternité tout à l'heure que ça pouvait créer. Comment tout ça se constitue? Alors, juste, je vais revenir à une toute petite remarque sur le temps que ça prend et la demande là, pour finir de répondre aux collègues. Aujourd'hui, on a des difficultés d'accès aux spécialistes partout, y compris moi, par exemple, sur Bordeaux. Et on a même la barrière, parfois, simplement pour prendre rendez-vous pour une consultation. C'est-à-dire qu'au CHU, par exemple, on est obligé de montrer patte blanche et là, on est hors téléexpertise, on se retrouve à faire un mail quasiment complet avec le cas clinique entier pour avoir peut-être le droit, là, on n'a pas de réponse, d'avoir un rendez-vous. Et là, en plus, c'est pas payé. Donc, c'est vrai qu'il y a des barrières un petit peu partout. Donc, quelque part, de prendre le temps de faire la demande et puis de se tourner vers là où ça répond. Alors, c'est ça la grande force, c'est que on a maintenant donc des annuaires, on a plusieurs structures qui permettent donc d'accéder aux collègues et surtout les collègues libéraux, bah, ils répondent quoi. Et ça, c'est quand même assez agréable. Et donc, comment moi j'ai fait les liens? Ben, avec déjà ceux avec qui je travaillais, qui sont petit à petit venus, alors un peu comme les collègues de la spécialiste, hein, petit à petit à la téléexpertise. Donc, quand on a un patient en commun avec un collègue, on est très content de le solliciter comme ça. Comme ça, il prend le temps et il répond quand lui, il peut. Et on a une réponse. On peut lui poser la question 4 fois par an pour les patients. Donc là, je vais dans le sens de mon collègue docteur Durandé. Les patients cardio avec des réglages, on est très content. Voilà, ça va assez vite. C'est pas en instantané, mais c'est pas loin. Les collègues répondent dans la journée, dans les 2 jours. Voilà. Donc après, bah, c'est de fil en aiguille. Moi, je me suis retrouvé à demander des avis de médecine interne, mais là, j'ai pris l'annuaire. Voilà, j'ai vu qu'il y avait un collègue interniste dans le secteur qui faisait de la téléexpertise. Bon, là, il a répondu à la question, mais s'il avait eu besoin, il aurait pu convoquer le patient et me dire, bah, je veux le voir en rendez-vous. Donc, c'est voilà, c'est plutôt par réseau. Alors, c'est une autre forme de réseau,
mais ça se fait petit à petit, par relation. Voilà, les collègues, pour moi, en ce qui concerne les collègues de l'URPS, voilà, c'est des demandes qu'on peut avoir comme ça. Donc, c'est une autre forme de réseau, étape par étape. Merci. On avait, je me souviens du témoignage aussi d'un médecin généraliste dans les Landes qui disait je reconstruis vraiment effectivement tout un réseau grâce à la téléexpertise, moi qui suis relativement isolé. Et à ce propos, justement, docteur Chaban, vous citiez tout à l'heure Anumédic, donc effectivement, nous sortons au niveau de l'URPS Médecin un annuaire en collaboration avec d'autres. On y revient après avec vous, Amandine Joly. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de cet annuaire justement entre professionnels de santé? Parce que je trouve que c'est ça une particularité importante. Tout à fait. Alors, c'est un outil qui est très, très pertinent dans la mesure où il va nous permettre, quand on va créer notre fiche, si je peux dire, notre fiche, de bien cibler ce qu'on fait, le site ou l'outil qu'on utilise pour la téléexpertise et où on est. Donc, vraiment, au niveau de la... Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'au niveau du Lot-et-Garonne, je n'ai pas toutes les spécialités. Voilà, donc j'aurais besoin d'avoir des spécialistes autour du Lot-et-Garonne qui peuvent répondre donc à une demande. Et par le biais de cet outil, ça nous permet de savoir ce que fait le confrère au niveau de sa spécialité. Euh, Dr Brenté disait l'hyperspécialité dans certains cas, et si c'est bien rempli, donc on sait où orienter donc, le patient, où orienter notre téléexpertise, notre demande, et dans la mesure du possible, l'outil qu'il utilise, parce que la multiplicité d'outils, je dirais cette jungle, je veux dire actuellement d'outils numériques qu'on a, nous permet de bien cibler le spécialiste ou le praticien auquel on a besoin d'y accéder. Voilà, c'est un outil, je pense, qui est très pertinent dans la mesure où on a toutes les informations nécessaires du collègue ou du confrère qui peut nous répondre par rapport à une problématique ou une demande. Alors, avant que vous partiez, parce que vous avez une contrainte, docteur Durandé, et les consultations vont certainement reprendre. Est-ce que justement vous êtes décrit dans Anumédic? Est-ce que ça vous a pris beaucoup de temps pour compléter votre fiche, votre profil? Alors, pour se connecter à Anumédic, on peut se connecter par ProSanté Connect, donc c'est très rapide. Il faut connaître son RPPS pour vérifier qu'ils sont normalement pré-remplis, qu'ils sont corrects. Il faut réfléchir à remplir deux champs libres. Le premier, c'est le savoir-faire. Qu'est-ce que j'ai comme hyperspécialité? Disons par exemple l'hypertension artérielle, la rythmologie. Et aussi, on peut remplir ses diplômes d'université que l'on a, à condition bien sûr qu'ils soient validés par le Conseil de l'ordre. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, vous choisissez là ou les solutions de téléexpertise que vous utilisez, et c'est tout. Voilà, alors je précise que, on y revient après, Anumédic n'est pas forcément dédié à la téléexpertise, hein. C'est un annuaire qui a vocation à afficher aussi les surspécialités, les compétences, des actes techniques, peut-être des modalités aussi d'accueil de patients. Est-ce que je suis PMR compatible? Est-ce que je suis en capacité d'accueillir un patient bariatrique, etc. C'est aussi toutes ces modalités que l'on peut, si l'on souhaite, décrire, et sachant que déjà votre fiche est pré-renseignée, docteur Durandé, puisque vous avez dit j'ai besoin de mon numéro RPPS. Mon numéro RPPS, c'est le numéro attribué par l'ordre des médecins lors de l'inscription, et toutes les données de votre identité, de votre cabinet, de votre spécialité sont déjà là, toutes les données que vous avez déclarées à l'ordre, qui sont dites les données publiques, et après vous pouvez effectivement préciser ce que vous avez décrit. Juste un mot, si tu veux bien. J'ai trouvé une notion très intéressante, c'est que dans les données pré-remplies, il y a tous les adresses courriels médicales sécurisées qui sont affichées, et on peut très bien les cocher ou les décocher, et donc recentrer ces courriers sur une ou deux boîtes mail. Ça peut être une application aussi utile quand on cherche à joindre un médecin et qu'il a, comme certains, 5 boîtes mail ouvertes et parfois il ne le sait même pas.
C'est une très bonne remarque, effectivement, pour savoir vers quelle adresse mail contacter un confrère. L'heure tourne terriblement. Docteur Chaban, avant de terminer, je crois que vous vouliez évoquer, si vous êtes toujours à l'écran, le sujet de la campagne de communication, justement, qui est en cours sur la téléexpertise. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Alors, c'est une campagne que je trouve qui est très pertinente, avec des cas d'usage, et qui nous montre un peu l'utilité de la téléexpertise. Ça décrit tout à fait la pertinence donc, de la téléexpertise dans notre quotidien, notamment par spécialité. Donc, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant pour montrer comment on peut avoir cette télé-expertise auprès de certains spécialistes. Voilà, allez voir un peu toutes ces petites coquilles, enfin coquilles on dit, enfin oui, où voilà, c'est très très pédagogique, c'est ludique, et puis ça apporte une réponse donc à nos questions. Comment ça se passe, pourquoi on le fait, et ça peut induire à des décisions très très importantes pour nos confrères d'y aller et d'y s'y mettre. Cette campagne a été lancée par l'URPS Médecins avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'assurance maladie et la structure e-santé ESEA, et récapitule effectivement tous les avantages de la téléexpertise, donc l'amélioration du parcours de soins, l'optimisation des ressources médicales, le fait d'améliorer effectivement la qualité des soins pour les patients, mais je rajouterai les mots-clés que vous avez utilisés les uns les autres, les logiques de confraternité, de priorisation, de monter en compétences, d'être rassurant, de gagner du temps. Voilà, c'est tous ces éléments, mais en rappelant aussi ce que ça n'est pas. On n'est pas là pour faire une consultation au rabais au travers effectivement d'une demande d'avis. On n'est pas là pour traiter une situation d'urgence ou complexe, hein, et ça ne remplace pas non plus le lien patient-médecin qui peut être nécessaire, notamment au travers d'une consultation. Donc, cette campagne de téléexpertise, comme le docteur Chaban l'indiquait, comprend aussi un certain nombre de capsules vidéo, voilà, avec des cas d'usage en fonction des spécialités. N'hésitez pas à aller la lire, à la relayer aux confrères et consoeurs autour de vous pour mieux faire connaître, une fois de plus, la téléexpertise au quotidien. Pour poursuivre et conclure même, Amandine Joly, on a parlé tout à l'heure d'Anumédic. C'est vous qui vous occupez à l'URPS Médecins de ce dossier. Donc, un annuaire des professionnels de santé au service des professionnels, c'est ça l'idée? Voilà, c'est ça, tout à fait. Alors, on est sur un annuaire des professionnels de santé qu'on peut mettre au service de la téléexpertise, mais qui ne se cantonne pas uniquement à cette pratique. Il faut savoir que cet annuaire, il est uniquement dédié aux professionnels de santé, c'est-à-dire que les patients, ils n'ont pas vocation à y aller et de toute façon n'y ont pas accès. Alors, cet annuaire, il a été déployé en partenariat donc, avec l'URPS Médecins Libéraux Grand Est, qui est donc à l'origine de la conception de cet annuaire, et il est totalement maîtrisé par les professionnels. Donc, vous pouvez, comme les docteurs précédents l'ont dit, vous pouvez valoriser vos compétences à travers cet annuaire en venant compléter votre profil, préciser les outils numériques que vous utilisez. Donc, par exemple, c'est idéal pour la téléexpertise, c'est-à-dire que je peux indiquer quel outil j'utilise et derrière, le requérant qui va tomber sur mon profil parce qu'il a fait une recherche multicritère précise, il va pouvoir cliquer directement sur le lien de l'outil de téléexpertise en question et donc partir sur la page de connexion de l'outil que vous utilisez. Donc, en quelque sorte, l'annuaire, il permet de faciliter l'accès à votre offre. De même, donc, comme l'a dit le docteur Durandé, il permet aussi de clarifier votre adresse email de contact parmi vos multiples messageries sécurisées de santé. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez soit barrer les adresses que vous n'utilisez pas ou prioriser en fonction des adresses que vous avez en préférence. Et de même, donc, comme l'évoquait Emmanuel Bataille, vous pouvez communiquer sur les informations pratiques sur votre organisation au sein de votre cabinet,
que ce soit sur vos horaires, les modalités d'accès à votre patientèle. Est-ce que vous prenez des patients, de nouveaux patients ou non? Est-ce qu'il y a un accès PMR? Est-ce que vous avez des équipements spécifiques comme du matériel bariatrique? Donc voilà, donc pour un requérant, c'est très simple. Vous vous connectez sur l'outil grâce à votre numéro RPPS ou via ProSanté Connect. Et avec une série de critères de recherche, vous pouvez avoir accès donc aux interlocuteurs qui sont les plus, on va dire, qui correspondent le plus à votre recherche. Sachant que pour s'inscrire, c'est en quelques clics. Tout à fait. C'est en quelques clics, c'est très simple. C'est en moyenne 1 minute 30 pour compléter son profil. Donc, 1 minute 30 pour créer du lien avec des confrères et des consoeurs qu'on n'a pas forcément identifiés. Donc, c'est très simple. Pourquoi? Parce qu'en fait, toutes vos données sont déjà préalimentées par l'import de votre numéro RPPS. À partir du moment où vous inscrivez votre numéro RPPS, vous avez toute une série d'informations qui vous correspondent qui sont préalimentées. Donc, bien sûr, il faut quand même être vigilant et regarder que ça correspond bien, mais il n'y a aucune raison que ça ne corresponde pas. Donc, vous vous connectez sur Animedic via ProSanté Connect ou vous vous inscrivez via votre numéro RPPS. Vous complétez votre profil en suivant vraiment les différents champs qui sont à votre disposition. Et bien sûr, vous modifiez à tout moment et quand vous le souhaitez les informations que vous affichez. C'est-à-dire que vous avez vraiment à la main, enfin, cet outil est à votre main et vous pouvez en faire ce que vous voulez. À contrario d'un annuaire basique où il faut demander des changements d'éléments enfin, concernant votre activité. On peut peut-être, voilà. Oui, indiquer qu'il y a un tutoriel qui est à disposition Oui. et des sessions de formation qui vont être organisées, sachant qu'il y a une première session ce vendredi 18 Tout à fait. à midi. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, vous pouvez trouver directement donc, sur Anumedic. Alors, soit vous pouvez directement vous connecter sur Anumedic à l'adresse qui est indiquée, ou je vous encourage à flasher le QR code que vous voyez apparaître à l'écran. Ce QR code, il permet de renvoyer donc, au site internet de l'URPS, où vous avez davantage d'informations concernant Anumedic, mais surtout, vous avez la possibilité sur cette adresse de vous inscrire à la prochaine session de formation sur l'annuaire. Donc, on a une première session de formation démonstration qui a lieu donc ce vendredi à midi, durant 1 heure, où je vous encourage donc à venir y assister. Je vous ferai une très brève démonstration d'anumérique parce que vous verrez que c'est quand même très simple à parcourir. Et derrière, je vous accompagnerai, si vous en avez besoin, à créer votre profil ou à compléter votre profil sur Anumedic. Si vous avez des questions concernant votre organisation, sur les modalités pratiques d'accès à la télexpertise ou même sur des modalités de facturation, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que vous voyez indiquée. Dans tous les cas, nous, on vous apportera une réponse, quoi que ce soit, enfin, quelle que soit votre question, et nous pourrons relayer, si besoin, à nos partenaires donc, du consortium sur la campagne de communication qui a actuellement lieu. Nous pourrons très bien relayer vos demandes à ces partenaires. Est-ce qu'on peut également indiquer du coup l'adresse du site web de la campagne Oui. Télexpertise? Tout à fait. Alors, l'adresse du site web, pardon, de la campagne de téléexpertise est la suivante: téléexpertise, pardon, tiré du 6 nouvelle-aquitaine.fr, Nouvelle-Aquitaine sans espace. On vous le remettra dans le replay de la vidéo. Et comme l'a indiqué le docteur Chaban, vous y trouverez un certain nombre de contenus pédagogiques qui permettent donc de prendre en main la téléexpertise, mais vous pourrez également y adresser des demandes d'accompagnement sur le site directement en remplissant un formulaire qui permet justement de préciser vos demandes d'accompagnement sur la téléexpertise. Est-ce que vous avez besoin de réponses concernant la facturation, les outils de téléexpertise, Anumedic ou tout autre aspect? Merci. J'en profite là pour prendre donc une question parce qu'on a un petit peu débordé, on arrive au terme de notre heure. Donc, on a évoqué tout à l'heure, on a affiché les montants des rémunérations.
nous fait part là que effectivement la nouvelle convention va faire évoluer ces tarifs, mais c'est pas tout de suite, c'est à partir de 2026. Donc c'est bien les tarifs qui étaient affichés tout à l'heure qui sont applicables, mais à partir de 2026, il est prévu une augmentation de la rémunération côté requis, donc côté expert, qui passera à 23 euros au lieu de 20 euros. Il n'y a pas de changement prévu pour le requérant, il restera à 10 euros, mais on ne sera plus limité à un volume. Aujourd'hui, les actes de télémédecine, téléconsultation, téléexpertise doivent rentrer dans un maximum de 20% de votre activité médicale. Et donc, la téléexpertise va sortir de ce ratio, c'est-à-dire qu'on va limiter toujours, la convention médicale limitera toujours le volume des téléconsultations, mais pas celui des téléexpertises. Et nous en sommes heureux parce que c'était notamment une demande de votre union, du RPS Médecins de Nouvelle-Aquitaine, qui militait pour que, d'un point de vue organisationnel, on ne soit pas limité sur ces demandes d'avis d'un côté comme de l'autre. Dernière question. Sur un numérique. Alors, un auditeur qui, je suppose, sur l'annuaire, c'est ça, Oui, tout à fait. Anumédic, dit: je n'ai pas vu la dénomination médecin du sport dans la liste déroulante des spécialités proposées. Je souhaiterais savoir comment intégrer dans mon domaine de compétences médecine et traumatologie du sport. Donc, il est certain que l'annuaire se lance, il va se compléter Voilà. grâce à vous. Et là-dessus, dans les sessions de formation, Amandine, il est prévu de toute façon d'avoir aussi des retours, des suggestions. Nous, on est à l'écoute. C'est notre métier d'être à l'écoute des médecins du terrain pour en faire un outil pratique au quotidien. C'est ça, exactement. Donc effectivement, l'outil se lance et va évoluer tout au long des mois qui vont suivre. L'idée, effectivement, c'est de pouvoir aussi spécifier certaines spécialités, c'est-à-dire aller dans le détail de certaines spécialités. En l'occurrence, vous mentionnez, docteur, La médecine du la sport. médecine du sport, où effectivement, il y aura un travail à faire sur ce volet-là, ainsi que sur d'autres spécialités. Alors, ce sera l'occasion, justement, pendant les sessions de formation qui vont avoir lieu. Il y en a une première vendredi, mais il y en aura d'autres qui seront proposées. Ce sera également l'occasion d'avoir vos retours et de spécifier quels sont vos besoins concernant cet annuaire. Donc, on prend note directement de ce besoin concernant la médecine du sport et le besoin d'inscrire des surspécialités. Et voilà, et comme vient de l'évoquer Emmanuel, on se tiendra à disposition de l'ensemble des spécialités de médecine pour répondre à vos besoins concernant cet annuaire. On arrive au terme de ce rendez-vous. Plus d'autres questions a priori. Je remercie infiniment nos intervenants. Certains nous ont déjà quittés. C'est normal, une fois de plus, il faut reprendre son activité. J'espère que vous aurez le temps quand même de grignoter un peu, et les uns et les autres. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous restez nombreux. Vous pouvez retrouver bien évidemment et transférer le lien vers ce webinaire dans les replays, qui sera disponible dans quelques jours, avec toutes les autres du même genre, tous les autres webinaires qui ont pu être faits sur différentes thématiques. N'hésitez pas à les consulter, à les revoir, à les écouter en podcast, ça fonctionne aussi, hein, sans l'image, et puis à les transférer autour de vous pour faire connaître des sujets qui méritent l'intérêt, si vous l'estimez utile, bien évidemment. À très bientôt, très bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.